Bienvenue sur Jazz Polémique. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de plusieurs sujets, parmi lesquels la famille Zemmour, le retour en France des Franco-Israéliens ayant participé au bombardement, la Nouvelle-Calédonie et la guerre raciale qu'on essaye de nous vendre, ainsi que le boycott de certains influenceurs en panique. Donc on va commencer tout de suite avec Marine Le Pen qui veut nous faire pleurer en disant qu'elle a tout sacrifié, même son père, pour être le bouclier des Juifs en France. Écoutez. J'ai eu des désaccords sur ce sujet tellement profonds avec mon propre père que j'ai été amené à l'exclure du mouvement. Ça a été compliqué pour moi. Voilà. Affectivement, je le dis, je l'assume, ça a été compliqué. Alors oui, je dis aujourd'hui que le meilleur bouclier pour les Français de confession juive en France, aujourd'hui, c'est le Rassemblement national. La logique voudrait qu'elle se présente en tant que bouclier de tous les Français si elle brigue la présidence, non ? Donc en tant que Français, je veux qu'elle me dise ce qu'elle compte faire par rapport à ces sionistes dégénérés qui sont partis commettre des massacres à Gaza et qui vont revenir sur le territoire. Ces fous furieux qui prennent l'habitude d'inscrire des noms sur les missiles envoyés contre des populations civiles, regardez. Pour tous les antisémites, Louis Bayard, Mathilde Panot, Émeric Caron, Daniel Obono et Rima Hassan. Tiens, regarde, Rima Hassan. C'est toujours Capitaine Looping qui vous parle et je vous fais un petit message. Rima Hassan, arrête avec moi. Panot, arrête avec moi. Tout le monde arrêtez. Ça part direct. Encore, je vais vous faire décoller l'avion devant vous. Arrête, encore. C'est un vrai déséquilibré, hein. Et en plus, on sait que les personnes qui participent à ce genre d'actes reviennent quasi systématiquement avec des syndromes post-traumatiques. Regardez par exemple les US avec les vétérans du Vietnam, d'Irak ou d'Afghanistan. Donc vous vous sentez en sécurité sachant qu'ils vont vivre parmi nous sans fiche S ou suivi particulier. Et en plus, remarquez bien qu'aucun média, aucun politique n'en parle parce que ce serait trop embarrassant de dire que ces sionistes doivent être traités comme des terreaux. Et cette omerta, elle pourra pas durer indéfiniment. Ce qui doit être dit sera dit d'une manière ou d'une autre, même sur TPMP, regardez, le fait de filtrer le public n'est pas suffisant pour empêcher certaines paroles d'être entendues. J'adore. Merci monsieur. Merci monsieur. Merci. Non mais laissez-le, pas de violence s'il vous plaît, pas de violence s'il vous plaît, merci. Laissez-lui son drapeau, merci. Merci monsieur. Merci monsieur. Merci à ce monsieur. Merci monsieur. Bah, qu'est-ce que non, mais nous, vous savez, nous on dit rien ici. Hein. Vous savez, on commente l'actualité, monsieur. Merci à vous en tout cas d'avoir. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la personne qui est intervenue, ce roi, parce que oui, c'est un roi pour moi, je le couronne officiellement, il fait son intervention au moment où il défend l'influenceuse Poupette Kenza, qui est dans la sauce. Alors pourquoi elle est dans la sauce ? C'est parce que dans la panique et pour éviter le boycott organisé autour d'elle et d'autres personnalités, elle a tout mélangé. Écoutez. Moi, je vous dis, et moi, c'est clair et net, je suis une pro-Palestine, une pro-palestinienne. Je ne travaille pour aucune personne sioniste ou juive. Voilà, j'ai aucune marque avec qui je travaille comme ça. Je n'ai aucun partenaire, je n'ai aucun agent qui est juif ou quoi que ce soit. Je travaille. Comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, une personnalité qui joue sur ce terrain-là doit manger son boycott. Et elle, c'est clairement ce type de personne. Elle est tellement paniquée que son audience arrête de la suivre qu'elle est prête à dire absolument n'importe quoi. En fait, elle suivra toujours le plus offrant parce que malgré tous ses dires, elle est dans une agence de méga sionistes carabinés proche d'Hanouna. Et apparemment, ce serait pour cette raison qu'Hanouna et ses chroniqueurs la défendent. Vous voyez, c'est jamais par hasard qu'Hanouna défend quelqu'un. Comme le fait de servir en permanence la soupe à certaines personnalités comme Bardella. Et remarquez bien que Bardella fait partie des personnes qui ne se font jamais couper la parole chez Hanouna. Et les gens avec qui j'étais au lycée, mes amis de l'époque, me disaient même si je ne partage pas tes idées, en fait tu as le courage de les assumer. Et j'ai toujours eu cette chance, parce que je pense que c'est une chance, c'est de pouvoir dire ce que je pense, de pouvoir assumer mes idées, et ça c'est une très grande chance. Souvent on a l'impression que les gens ont un peu du mal à dire ce qu'ils pensent parce qu'ils ont toujours peur dans un dîner, dans un déjeuner, en famille, d'être un peu jugés par les autres. Et moi j'ai toujours eu cette chance de pouvoir dire ce que je pense. Malgré le fait qu'il dise des banalités et que ce soit ennuyeux, il se fera jamais couper la parole. Et surtout, il dit qu'il a toujours assumé ses idées, alors que, dans Complément d'enquête, rappelez-vous, ils avaient parlé de son supposé compte caché Rapnap du ghetto, dans lequel il postait des trucs racistes. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, je sais pas, mais est-ce que c'est crédible? Pour moi, tout à fait. Au FN, beaucoup de gens et beaucoup de jeunes avaient un compte Twitter, un compte fake, comme on disait, pour faire des blagues et pour pouvoir parler plus librement. Y compris Jordan Bardella. Ouais. 3 anciens proches vont nous désigner le même compte Twitter
Côté humour, Repnat du Ghetto semble trouver très drôle cette photo qu'il partage. On y voit une piscine de banlieue parisienne, assortie d'un commentaire raciste. La mer Noire, mort de rire. Chacun se fera son propre avis. En tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il a bien appris sa leçon, car il répète quasi mot pour mot les paroles de Marine Le Pen, les mêmes éléments de langage, bouclier des juifs, danger islamiste, etc., etc. Ces gens-là, et je mets la majorité des hommes et femmes politiques dedans, n'ont pas de conviction réelle, juste des parts de marché à conquérir, et pour ce faire, ils apprennent leur leçon par cœur et la vomissent à la télé, tout simplement. Voilà. Et croyez-moi, il y a beaucoup de Français de confession juive aujourd'hui, beaucoup, qui ont compris que le Rassemblement national était un bouclier pour eux. Voilà. Comme on est un bouclier pour tous les Français, y compris d'ailleurs des Français de confession musulmane qui ne veulent pas se compromettre avec l'idéologie islamiste et avec le terrorisme, parce qu'on a toujours été clair sur ce sujet. Et je pense que l'islamisme est aujourd'hui l'une des grandes menaces qui pèsent sur notre pays. Ok, admettons qu'il est le bouclier de tous les Français comme Marine Le Pen. Ok, admettons. Il devrait donc nous défendre et dénoncer tous les dangers potentiels, non? Alors pourquoi ne parle-t-il jamais des attentats organisés par des identitaires et déjoués par la police? Et c'est pas moi qui le dis, c'est BFM, écoutez. Des tentatives qui ont été déjouées par les services de renseignement depuis 2017, il y en a 2 par an. Le 17 novembre dernier, c'est pas il y a 5 ans, un homme en Ardèche a été condamné par une cour d'assises spéciale à 9 ans d'emprisonnement parce qu'il avait un projet d'attentat de tuerie de masse. Contre qui? Des musulmans. En 2018, il y a un groupe qui a été aussi entravé par les services de renseignement qui avait un projet d'empoisonnement de produits halal à base de raticides, parce qu'ils appellent d'ailleurs les musulmans les rats. Voilà, donc ce genre de tentatives d'attentat ne sont presque jamais évoquées dans les médias. Même un mec comme Éric Zemmour, peu importe le média dans lequel il va passer, jamais on va lui en parler, vous voyez. Et encore pire, regardez sur RMC par exemple, quand il parle des trafiquants de drogue maghrébins qui, parce que maghrébins feraient le djihad contre les koufars, Apolline de Malherbe, la copine de Macron, ne va même pas le reprendre. Il y a belle lurette que la mafia, la pègre maghrébine a remplacé la pègre corse. La pègre corse avait des réseaux mafieux et c'était la cupidité qui les actionnait. Je pense aujourd'hui, c'est mon analyse et ça a des conséquences, que ce n'est pas seulement la cupidité qui les anime, mais que c'est une espèce de djihad contre les koufars. Les koufars, vous savez, ce sont les infidèles. Donc il dit en substance que parce qu'ils sont maghrébins, il y aurait un but religieux caché derrière leur trafic. C'est du délire, hein. Comment tu peux faire croire qu'une religion, peu importe laquelle, est compatible avec ce genre de trafic? Mais là où je me dis que c'est fort de café, c'est que Zemmour, qui est toujours prompt à faire des liens bizarres autour des ethnies et de la famille, par exemple parler de la prétendue délinquance de la famille Traoré, comme si cela pouvait justifier l'assassinat d'Adama Traoré par des gendarmes, ou bien faire allusion ironiquement à l'expression petit ange en parlant de Naël et des larmes de sa mère. Quand tu fais ce genre de raccourci, il vaut mieux avoir le cul propre au niveau de la délinquance dans ta famille. Je parlerai pas de son fils qui conduit bourré au point de renverser des gens en scooter, c'est du pipi de chat. Parlons plutôt de la famille Zemmour qui a foutu le bordel dans Paris dans les années 70. Ça, c'était du lourd. Alors, de la fin des années 60 au début des années 80, les frères Zemmour ont régné à Paris sur la prostitution, le jeu, les cabarets. Mais William Zemmour a été abattu en 1975 par la police. Edgar, votre père, a été tué dans son sommeil en 1983. Année qui voit également l'élimination de Gilbert Zemmour. Voilà. Petite précision, on attribue à la famille Zemmour de l'époque des dizaines d'assassinats. Et malgré le fait que les identitaires s'entêtent à dire qu'il n'y a aucun rapport avec Éric Zemmour, parce que cela viendrait détruire tout son discours en filigrane qui veut faire des liens entre ethnie, culture et criminalité, c'est lui-même qui confirme que oui, c'est bien sa famille. Écoutez. Statistiques. Et même, c'était même pas la plupart. En l'occurrence, c'était tous les Zemmour qui étaient délinquants. C'est de votre famille ou pas? Quand j'étais petit, mon grand-père m'a expliqué que leur père était un petit cousin de mon grand-père. Voilà, bon, il le dit de manière alambiquée, mais ça revient à dire que le grand-père de Éric Zemmour et celui des frères Zemmour étaient cousins germains. Donc oui, c'est bien la même famille. Donc on pourrait te dire, Zemmour, que comme tes cousins, c'est dans tes gènes de vouloir foutre le pays à feu et à sang. Tes cousins, c'était Paris, toi, c'est la France entière avec ta guerre civile. Et en parlant de guerre civile, on va parler de ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, que certains, comme Livre Noir, un média ouvertement zémouriste, veulent transformer en guerre raciale. Regardez cet hommage qui est fait en honneur d'un gendarme mort pendant ces événements. Toutes mes condoléances à cette famille. Cet hommage, j'ai rien à redire dessus à proprement parler. C'est la phrase que Livre Noir a accolée à cette tragédie. On ne t'oubliera jamais, notre Momo préféré, mort en héros pour ton pays. Pour le reste, les Kanaks paieront. Vers la mer, je porte mon regard. Et oui.
Où est mon père quand est mort tout espoir? Ils ont délibérément choisi cette phrase qui pointe du doigt les Kanaks et non pas les coupables, qui différencie les Kanaks de la France, tout ça pour nourrir leur idéologie de guerre raciale. Je vous martèle de vidéo en vidéo que ceux qui veulent de cette guerre ne seront pas ceux qui la feront. Regardez encore ce témoignage qui pousse à parler de couleur de peau et non pas des réelles revendications. Pas pour ma vie pour le moment, pour ma sécurité, pour mes biens, parce que les messages qui passaient, c'était vraiment on va brûler les maisons des Blancs, on va tout brûler. C'était ça. Des messages de qui, d'ailleurs? Alors, les messages qu'on peut voir sur des réseaux, des groupes Facebook, alors je peux pas vous dire exactement qui c'est, ça ne vient pas d'une organisation, d'un parti politique en particulier. Ce sont plutôt, alors ça c'est mon analyse, ce sont plutôt des gens, je pense des jeunes désœuvrés, qui se sont montés en groupe, qui se montent les uns les autres, qui lancent des appels sur les pages Facebook et qui sont suivis par des gens qui ont juste envie d'en découdre. Voilà, donc d'après son analyse, où elle ne pourrait même pas identifier de qui il s'agit et combien ils le sont. Après, même si c'est 1 ou 2, c'est déjà trop. Mais sur 260 000 habitants, c'est ridicule. Et c'est pas ça le fond du sujet. Parce que pour avoir travaillé sur des projets avec des Néo-Calédoniens et avoir beaucoup discuté avec eux, ils ne sont pas du tout dans ce délire-là, mais vraiment pas. Surtout que le point de départ de tout ça, sans aller dans les détails, c'est la modification de l'accord de Nouméa sur le corps électoral. C'est-à-dire que les natifs de Nouvelle-Calédonie ont obtenu en 1998 que le corps électoral, c'est-à-dire les personnes ayant le droit de vote sur les décisions afférentes au territoire de Nouvelle-Calédonie, restent les natifs et les descendants de ceux-ci. En fait, les Kanaks voulaient conserver leur poids sur les décisions à venir et ne pas être soumis aux métropolitains de plus en plus nombreux à venir s'installer sur le territoire. Certains diront que quand ce sont les identitaires qui font ce genre de move, on les traite de racistes, sauf qu'il y a une donnée à prendre en compte. Les Néo-Calédoniens n'ont colonisé personne. C'est la France qui a lié son histoire à la leur, pas l'inverse. Et surtout, regardez l'ambiance avant 1998 et l'accord de Nouméa, ensuite on en reparle. Et dis-moi toi, pas de payer à te branler les couilles, hein? C'est pas les Kanaks qui commencent à péter les couilles aux blancs, hein? Alors, allez, bouge-toi le cul un peu. Pas payer à rien branler, là, hein? Pas les Kanaks qui vont faire chier les blancs. Hein? Allez, bouge-toi le cul, ça enculé. Ah merde! On pourrait se dire que c'est une blague. D'ailleurs, je pense que c'est dit sur le ton de l'humour, là. Mais quand ce même homme est dans l'intimité avec son collègue, c'est dit sur un ton beaucoup plus sérieux. Écoutez. Je dis que les Kanaks d'avant, ils étaient moins bêtes que ceux de maintenant et plus courageux. Oui. Ah ouais, c'est vrai. Parce que les Kanaks d'avant, ils ne savaient pas lire, ils n'avaient pas été à l'école, ils n'avaient rien, mais ils travaillaient. Ils avaient leur usine à café, ils avaient leur bateau pour la pêche, ils avaient les élevages de porc, ils avaient leur poules, ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien. Ils n'ont pas besoin d'argent, ces gens-là. Ils vont dans la tribu, ils cultivent les ignames, leurs tarots, leur machin, et puis c'est tout, quoi. Ils n'ont pas de grandes idées, hein. Ils ont honte de travailler devant les autres. Bah, ils ont honte de travailler. Bah, le nombre d'ouvriers qui viennent, et puis dès qu'ils voient qu'il faut prendre une pelle, une pioche, il reste quoi, 1 heure? Ils viennent même pas chercher leur heure de travail, hein. On les revoit plus. Et après, ça crée un indépendant. Ça, c'est marrant, quoi. C'est ce qui s'appelle vulgairement cracher dans la soupe. Avant d'être indépendant, il faut se rendre indépendant économiquement, puis après, on peut réclamer une indépendance totale. Mais tant qu'on dépend d'un pays, on n'a plus qu'une chose à faire, c'est d'affermer. Hein. La mentalité du colon est fabuleuse. Il vient sans être invité, prend les commandes, il pille, il vole, il appauvrit, et la victime devrait le remercier et lui demander l'autorisation de pouvoir s'émanciper et être indépendant. Bref, c'était assez long, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Moi je vous donne rendez-vous très vite, en attendant prenez soin de vous. Dans tous les cas, on est ensemble. Ciao.